les idéologies de la santé sont-elles totalitaires? Bonsoir à tous, et je voudrais d'abord remercier Jean-Loup Inveder et les Horizons du Savoir de cette invitation, et vous remercier d'être ici pour ce débat. Alors, je ne vais pas tout à fait vous parler de la fabrique des imposteurs, c'est peut-être pour une autre fois, mais plus particulièrement, si vous voulez, de la question de savoir quelle est la logique et les limites aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la biopolitique des populations. La biopolitique des populations, c'est une expression employée par le philosophe Michel Foucault, qui finalement a montré qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a un effacement des grands récits religieux, effacement des grands récits politiques, effacement des grands récits mythiques, n'est-ce pas, le pouvoir a besoin de s'appuyer sur les sciences pour pouvoir gouverner les individus et les populations. Moduler un peu l'intitulé de la conférence. Trois citations pour commencer. La première, c'est celle qui consiste à rappeler avec Adorno que, je le cite, n'est-ce pas, tandis que l'individu disparaît devant l'appareil qu'il sert, il est pris en charge mieux que jamais par cet appareil même. La liquidation du tragique confirme la disparition de l'individu. Mais nous sommes dans une société, pourrait-on dire, où, alors que, au nom de la liberté, au nom de la transparence, au nom de la vérité, n'est-ce pas, c'est le grand discours philosophique des Lumières, c'est l'émancipation, sortir d'un état de minorité pour enfin décider de soi-même, alors que ce discours, si vous voulez, à quoi on se réfère, finalement, subrepticement, insidieusement, on est retombé dans une dépendance, mais alors non pas par rapport à la souveraineté religieuse ou, on va dire, classique, mais on est retombé, pourrait-on dire, dans une subordination, une autre forme d'autorité très diluée. C'est pas les nouvelles fabriques de la servitude volontaire aujourd'hui, c'est du côté des normes, c'est ce que je voudrais donc essayer de montrer, et notamment au nom du progrès technique. C'est aussi un point extrêmement important, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est au nom du progrès technique, c'est au nom de la raison technique, c'est au nom de la rationalité instrumentale, si vous voulez, que aujourd'hui on confisque finalement aux individus ce que le discours des Lumières leur avait accordé, c'est-à-dire la capacité d'être autonome, autonomos, c'est celui qui se donne sa propre loi, n'est-ce pas? Eh bien, ça se trouve confisqué par toute une série, pourrait-on dire, d'appareils bureaucratiques. Et la rationalité de la domination même, elle est le caractère coercitif de la société aliénée. Cet homme mutilé, finalement, cet humain mutilé dont je parle, bien sûr que vous pouvez assez rapidement en voir un peu l'horizon au niveau de l'organisation dite scientifique ou rationnelle du travail. C'est-à-dire que finalement, quand le capitalisme a eu besoin d'organiser scientifiquement le travail pour accroître la production et donc augmenter, si vous voulez, la plus-value, eh bien, il s'est agi à ce moment-là de fragmenter l'ensemble des actes professionnels, c'est-à-dire que l'artisan a perdu sa capacité de juger, de décider, son savoir-être et son savoir-faire. Ça a été, n'est-ce pas, fragmenté, ça a été rationalisé, et à partir de ce moment-là, on peut dire, c'est la thèse de Marx, on peut dire qu'il a été prolétarisé, pas prolétarisé simplement dans le sens de ses conditions sociales et matérielles d'existence, mais il a été prolétarisé dans le sens d'une dépossession de son savoir-être et de son savoir-faire d'artisan qui a été confisqué par la machine, et il n'est plus devenu que le prolongement, pourrait-on dire, de la machine, et tout se passe comme si, n'est-ce pas, sa capacité de penser, de décider, de juger, s'était trouvée transférée de son être même vers la machine qui lui prescrivait le mode d'emploi de l'ensemble de ses actes. Ce qu'il faut, Simone Veil qui a écrit des choses absolument magnifiques là-dessus, n'est-ce pas, sur cette condition justement d'aliénation. C'est une philosophe, Simone Veil est une élève d'Alain, n'est-ce pas? Alors, la deuxième chose, la deuxième citation, parce que j'ai pensé commencer par des citations, la deuxième citation, elle est d'un philosophe qui s'appelle Gadamer, philosophe de la santé, qui écrit « Le progrès de la technique rencontre une humanité qu'elle prend au dépourvu ».
Oui, le progrès de la technique rencontre une humanité qu'elle prend au dépourvu. Celle-ci oscille entre deux extrêmes, entre une résistance affective contre toute nouveauté rationnelle et une impulsion tout aussi affective à rationaliser toutes les formes et tous les domaines de la vie, évolution qui prend de plus en plus l'aspect effrayant d'une fuite devant la liberté. Je trouve que c'est très intéressant parce que ce que nous dit Gadamer, c'est qu'à la fois nous résistons, si vous voulez, à une nouvelle étape de la raison telle qu'elle va pouvoir s'incarner, se chosifier dans la technique, n'est-ce pas? Donc il y a une résistance, et en même temps, il y a, on pourrait dire, la force contraire, mais les deux bien évidemment, méconnaissent l'apport, le progrès, si vous voulez, de la nouveauté, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est qu'une fois cette technique admise, elle n'est pas simplement admise dans le rapport que nous avons avec elle, nous l'intériorisons, ce rapport. Et à partir de ce moment-là, nous avons tendance à rationaliser nos actes de vie, nos actes de pensée, selon cette nouvelle technique. La formation la plus sophistiquée, et on en a en ce moment, la plus sophistiquée sur la distribution et les corrélations des facteurs de maladie, qui dispensera un jour le médecin de la tâche peut-être désespérée d'avoir à soutenir des individus en situation de détresse dans leur lutte anxieuse pour une guérison aléatoire. Bon, c'est ça. C'est un point qui est très important. Il ne s'agit pas de dénigrer les progrès scientifiques. On a une médecine merveilleuse. J'espère qu'on ne l'a pas totalement démolie ces dernières années et qu'on ne finira pas par la démolir dans les prochaines années. Mais on a une médecine merveilleuse, n'est-ce pas? On a un système de santé merveilleux. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de dénoncer les sciences. Il s'agit de dire la science ne peut pas se substituer aux politiques pour pouvoir décider. Et c'est ça qui est important. Et donc il ne faut pas se cacher derrière les experts. Alors, c'est d'autant plus important que, justement, si vous voulez, les savoirs sont aujourd'hui de plus en plus, pourrait-on dire, objectivants, de plus en plus, si vous voulez, intrusifs, de plus en plus raffinés. Et donc il y a un maillage de plus en plus fort qui est établi sur les populations. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette réappropriation de la liberté de penser, de décider, de juger et d'utiliser les résultats, alors il ne peut y avoir qu'un accroissement en spirale, justement, des normes, n'est-ce pas, rationalisant les conduites de vie. Et je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il me faudrait 3 heures, n'est-ce pas? Quand je dis ça, ça énerve énormément Marie-Josée, n'est-ce pas? Mais il va de soi que c'est d'autant plus important que aujourd'hui, nous sommes dans un univers où le succès est lié au fait de gagner du temps. Penser n'a qu'un défaut, comme dit Lyotard, mais incorrigible, celui de nous en faire perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va de soi que dans tous les secteurs de l'existence, à commencer par le secteur professionnel, mais vous avez compris que j'ai bien établi le secteur professionnel, donc finalement la tumeur mère qui permet la métastase dans l'ensemble, si vous voulez, de nos vies, jusqu'à nos vies les plus intimes d'ailleurs, n'est-ce pas? Il faut bien voir qu'on va de plus en plus vers une hyper-rationalisation à flux tendu, dans un culte de l'urgence où on n'a plus le temps de penser. Donc c'est d'autant plus important, je dirais que politiquement, aujourd'hui, la question du temps est un objet majeur. C'est un objet absolument majeur, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier cette phrase terrible de Marx qui disait « Il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une heure de travail d'un autre homme. Il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure. Le temps est tout. L'homme n'est plus rien. Il n'est plus que la carcasse du temps. La quantité décide de la qualité jour après jour. » Donc, vous voyez, ce que j'essaie, je vous fais juste un petit clin d'œil, ce que j'essaie de vous montrer là, c'est l'articulation entre les besoins d'une société et la manière du coup dont elle va aussi privilégier des formes de savoir. Là aussi, c'est un peu, je ne peux pas, on en parlera dans le débat, mais il faut bien voir qu'il y a une véritable sélection qui s'opère dans le champ de tous les savoirs, dans le champ de toutes les pratiques, où finalement, en fonction des besoins de la société, c'est-à-dire en fonction de l'utilité sociale, on va sélectionner des savoirs
et massacrer d'autres savoirs. Je prends juste un exemple précis, n'est-ce pas? Si vous voulez, on va aujourd'hui de plus en plus mettre le paquet sur la neurobiologie des comportements, ou sur la génétique des comportements, ce qui est une chose formidable. Je crois que mon ami Bertrand Jordan vous en a parlé la dernière fois, n'est-ce pas? C'est une chose absolument formidable. Mais il ne faut pas croire qu'on va mettre le paquet, par amour de la science, on va mettre le paquet sur ce type, si vous voulez, de savoir, parce que ça disculpe la société de la part qui est la sienne dans l'émergence et la fabrique des symptômes, et parce que, bien évidemment, économiquement parlant, n'est-ce pas, sur le plan marchand, c'est beaucoup plus payant que la psychanalyse, ou la phénoménologie, ou la psychothérapie institutionnelle. Donc il y a de la psychiatrie et de la psychopathologie aujourd'hui, où finalement la psychiatrie n'a plus la guérison pour objectif, mais la maintenance sociale. C'est-à-dire que la psychiatrie renoue, si vous voulez, avec ce qui a été à son origine, c'est-à-dire une section de l'hygiène publique. Il faut bien voir que la psychiatrie d'abord fait partie, pourrait-on dire, de la préfecture, si j'ose dire, de l'hygiène publique, n'est-ce pas, visant à identifier les classes dangereuses. Ça revient énormément à la mode. Alors on ne va pas parler de classes dangereuses, on va... C'est un peu dans mon bouquin, un chapitre qui s'appelle La fabrique du risque. C'est, si vous voulez, on va fabriquer du risque. Et alors on va essayer d'identifier, par exemple, vous connaissez le mouvement Pas de zéro de conduite, lorsque mes amis et moi, nous avons protesté contre le dépistage de troubles des conduites des enfants de moins de 3 ans, qui était soi-disant prédictif de la délinquance à l'adolescence. C'est très très important, parce que par exemple l'ex-président de la République Sarkozy avait déclaré dans les dernières nouvelles d'Alsace, il fallait s'appuyer sur cette expertise de l'INSERM pour établir le projet de loi sur la délinquance.